Moi, je suis venu ce soir vous raconter, et je vais vous le faire sous forme de pièce de théâtre pour que vous restiez réveillés, parce que l'électricité, ça peut être technique, ça peut faire peur à tout le monde, alors qu'en fait, c'est pas du tout technique, c'est que politique. Et on se fout de votre figure, pour rester poli encore, depuis 25 ans. Alors, je vais vous faire ça sur le thème d'une enquête policière, mais on fera aussi le jugement, le verdict et tout ça. C'est voilà, un film policier sans James Bond. De quel crime on parle? On parle du hold-up du siècle. C'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste du Monde qui s'appelle Sylvestre Huette. Ce hold-up du siècle, il est chiffré, et c'est vous qui le payez, hein. Enfin, c'est vous qu'on vole. Je veux dire, c'est ça qui est important. Si vous devez retenir une chose ce soir, je commence par cette chose-là. Vos factures, elles ont, avant la guerre en Ukraine, presque doublé. Mais lentement, hein, comme la grenouille dans la casserole. Il n'y a que les précaires qui s'en sont rendus compte, avec 12 millions de personnes qui déclaraient avant cet événement fâcheux ne plus pouvoir se chauffer l'hiver en France. 12 millions, c'est une paille. Alors que la fabrication d'électricité, je vous demande de me croire, la production et le transport de l'électricité en France depuis 30 ans n'a pas bougé d'un iota. Donc on se foutait déjà bien de votre gueule avant l'Ukraine. Nos carottes à nous, c'est des mégawattheures. Ça coûte depuis 30 ans. Mais retenez que ça n'a pas bougé depuis 30 ans. C'est le seul message que j'ai ce soir. 60 € du mégawattheure pour la production, 30 pour les réseaux. Donc retenez 100, c'est plus simple. Ça coûte 100 depuis le début. Et vous, on vous a fait faire x2. Et maintenant, avec la guerre en Ukraine, pour des raisons que je vous expliquerai, c'est devenu n'importe quoi. Donc, à ce hold-up du siècle dont je vais vous détailler un petit peu, se rajoutent des nombreux crimes. Au début, c'était que les précaires, donc Sarkozy, Hollande, qui les appelaient les sans-dents, ou Macron, évidemment, qui s'en foutent. Moi, j'étais pas très surpris de ça. Mais maintenant, ça touche tout le monde. La semaine dernière, il y a un boulanger qui s'est suicidé. Il y a des artisans qui utilisent les charcutiers. Enfin, il n'y a pas une journée sans qu'à la radio on vous fasse passer quelqu'un qui peut plus s'en sortir parce qu'il paye trop cher l'électricité. Vous avez de la chance en tant que particulier, grâce au courage politique de Chirac et Jospin en 2002 à Barcelone, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le marché de l'électricité. Vous avez encore le droit, je ne sais pas pour combien de temps, de profiter du tarif réglementé. Mais tous les professionnels sont obligés. Donc les charcutiers, les boulangers, les petites industries, chômage technique et bientôt faillite, tout le monde est comme ça pour une bulle financière. On leur vend 4 fois, 5 fois, 10 fois plus cher un produit qui coûte toujours le même prix. Et c'est impossible d'en parler à la télé. Et c'est impossible de vous raconter l'histoire que je vous raconterai ce soir, même à la radio. Sauf France Culture, mais vous n'êtes pas assez nombreux à l'écouter. Ma copine Anne passe de temps en temps chez eux et arrive à peu près bien à l'expliquer. Donc, ce que je comprends pas, c'est que même les copains de Macron maintenant sont touchés. Les grosses industries énergivores, elles sont en train de faire faillite, elles sont en train de crever de ce mythe qu'on nous a vendu de façon religieuse il y a 25 ans. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et donc, il y a plein de victimes. Le hold-up, je vais vous raconter que le début du hold-up et la fin, parce que ça fait 25 ans que ça dure, et puis vous dormirez si je vous raconte tout. Le début, c'est développement des énergies renouvelables en France depuis 25 ans. Ça commence dans les années 2000. Et là, il y a une pièce de théâtre entre l'État et EDF qui est formidable. L'État arrive en pleurs à la télé en vous disant « EDF, il veut pas faire des énergies renouvelables ». Le patron d'EDF est nommé par le président de la République. Et il n'a qu'à changer le patron, hein. Il met quelqu'un de l'ADEME ou de Négawatt, vous allez voir s'ils font pas des énergies renouvelables. Donc c'est une pièce de théâtre pour vous dire je suis obligé de confier ça au privé. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure c'est un crime économique de confier ça au privé. Et donc, parce que le privé, il est malin, il a compris que l'État était dans leur camp, enfin le privé multinational encore une fois, hein, j'ai rien contre le privé, Boulanger par exemple, qui est la première victime. L'État est de leur côté, donc ils demandent en plus à l'État d'avoir un prix garanti pendant 25 ans. Donc vous avez payé sur vos factures, un tiers de vos factures d'électricité depuis 25 ans, ça s'appelait la CSPE, ils ont changé le nom parce qu'on commençait avec ce journaliste du Monde à faire un peu trop de bruit sur ce sigle, vous auriez trop vu, donc ils l'ont changé il n'y a pas longtemps, ça s'appelait la CSPE. Voilà, sortez vos factures d'il y a plus de 2 ans, et depuis 25 ans, un tiers de votre facture, c'est historique en France, c'est la première fois que vous payez un parc de production d'électricité qui vous appartient pas. Les centrales thermiques, les barrages, les centrales nucléaires, vous les avez payées, mais ça vous appartient. Ça vous appartient pas, parce que le public, il voulait pas s'en occuper. Donc, ça appartient à du privé, et moi, en 10 ans de syndicalisme, j'ai pas réussi à obtenir la liste. Pourtant, c'est EDF qui reçoit vos factures, et qui rétroverse à ceux qui font des énergies renouvelables. EDF fait en France 2% du photovoltaïque, et 9% de l'éolien. Donc, il y est pas, quoi.
Et pourtant, ce train de 25 ans de tarif garanti, c'est un train que la CRE, le gendarme du système électrique, a qualifié de surjuteux en disant qu'il n'y a que la drogue qui rapporte plus que ça. Et EDF a laissé passer, vous savez pas ce que ça veut dire, 120 milliards, ce que vous avez payé en 25 ans. 120 milliards, c'est un tiers du budget annuel de l'État. Donc, puis vous avez qu'à vous diviser par 50 millions d'adultes et vous verrez que ça fait beaucoup par personne quand même. Donc vous avez payé ça, ça vous appartient pas, vous l'avez payé 4 fois le prix, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et c'est impossible pour un député, pour un sénateur, pour un syndicaliste de savoir où va l'argent. Il y a un journaliste qui a enquêté, qui s'appelle Gilles Balbast pour la CGT, dans un super documentaire qui s'appelle bref, main basse sur l'énergie. Et c'est 6 petits films de 10 minutes, il y en a un sur les énergies renouvelables, et lui, il dit que les rares fils qu'il a réussi à dépeloter jusqu'au bout, c'est des mafieux italiens et des fonds de pension anglo-saxons. Des gens épris de services publics. Donc ça, déjà, ça a commencé avec 120 milliards qu'on vous pique pour un parc qui marche. Les éoliennes, elles tournent en France en moyenne un quart du temps, et c'est 20 gigawatts, alors qu'en tout, il y a 100 gigawatts. Donc vous êtes fait plumer, et personne vous l'a jamais raconté. Enfin, si vous le savez, tant mieux, mais normalement, personne vous l'a jamais raconté. Le dernier bout du hold-up, c'est Macron avec son bouclier tarifaire. Parce que maintenant, c'est pas x2, hein, c'est x5, x10, x machin. Et donc, il est obligé d'intervenir en grand sauveur, chevalier blanc. Et comme avec le Covid, je vais vous payer à rester chez vous, là, il dit aux boulangers, aux charcutiers, aux industriels, aux crèches qui ferment parce qu'elles peuvent pas se chauffer l'hiver. Il y a une université qui a fermé cet hiver à Strasbourg parce qu'ils pouvaient pas chauffer les élèves, enfin, pour une lubie, pour un truc religieux, comme tu dis. Et donc Macron, il dit, je vous promets, rappelez-vous que ça coûte 100, hein. Vous payerez pas plus de 280. Déjà, ils se foutent de leur gueule, parce que là, de 100 à 280, c'est eux qui payent. Et après, ils se foutent de votre gueule. Parce que le marché, il a atteint, par exemple, le 4 avril 2022, vous vérifierez sur le site de RTE, à 8 heures du matin, 3 000 euros. Nos carottes, là, à 100 euros, 3 000 euros. 3 000 euros, hein. Le mégawatt? Le mégawatt-heure, parce que il faut des heures pour faire de l'énergie. Et donc, à partir de 280 jusqu'à 3000, c'est vous. C'est le bouclier tarifaire. Il y a un député en France qui a enfin réussi à savoir combien vous payerez par an, ce bouclier tarifaire, tant que la folie du gaz existe. C'est François Ruffin, il a obtenu que ça serait 50 milliards par an. 50 milliards, pour vous donner un exemple, l'impôt sur le revenu, c'est 70 milliards. Donc, et ça ne va que dans la bulle financière des milliardaires de l'énergie, hein. Les Total, les Engie qui ont battu tous les records planétaires de bénéfices de multinationales, c'est vous en fait. Ils devraient vous faire, c'est des dividendes à vous, pas à leurs actionnaires. C'est vous qui payez cette cochonnerie. Donc, je vous ai donné le premier à 100 milliards, le deuxième à 50, et ça fait 25 ans que ça dure, et je peux tenir la nuit sur tous les autres, mais je le ferai pas. Donc, c'est le hold-up du siècle. On se fout de votre gueule d'un point infernal, et maintenant vous êtes tous victimes, donc c'est en plus un serial killer le mec. Alors les victimes, on a parlé des victimes qui peuvent plus payer la facture, on a parlé des victimes, donc des victimes sociétales, hein, des précaires jusqu'à tout le monde maintenant. Vous êtes devenus des victimes fiscales depuis qu'on sait que vous allez payer 50 milliards d'euros ce bouclier fiscal, ce bouclier tarifaire débile. Il y a des victimes politiques aussi, parce que dans le marché capitaliste, c'est celui qui dépense le plus qui paye le moins. Alors que l'idée politique fondatrice de l'après-guerre, c'est de dire que vous habitiez au fin fond du Massif central ou au pied d'une usine dans la Romanche qui fait de l'aluminium, vous payerez le même prix, la péréquation tarifaire. Ça, c'était en 46. Les mecs, ils sortaient de la guerre, l'écologie, on savait pas encore trop ce que ça veut dire. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait avoir comme idée politique de dire les usages vitaux sont gratos. Et puis, on fait une tarification qui va jusqu'à l'exponentiel Bernard Arnault qui éclaire ses 8000 jardins et ses 500 piscines. Enfin, au bout d'un moment, il faut que l'électricité absurde soit payée très cher. Et par contre, l'électricité qui évite aux gens de mourir de froid, elle soit gratuite. Donc, la victime politique, c'est qu'un marché, il sait pas faire ça. Il y a une victime écologique aussi. En France, il vous aura pas manqué de remarquer qu'on est très en retard dans la transition vers les énergies renouvelables. Il faut absolument sortir, ça fait 10 ans qu'on le sait, pour sauver la planète de nos enfants des énergies fossiles. Je rappelle que les énergies fossiles sont des énergies fossiles. L'uranium, il n'y en a pas à gogo. D'ailleurs, si le monde entier faisait ce que nous propose Jean Covici, ça tiendrait combien l'uranium? 1 an? 1 an. 1 an, voilà. Donc c'est une super solution. Quittons le pétrole pour l'uranium. Dans 1 an, il faudra se reposer la question. J'avais pas le droit de vous dire quand j'étais à EDF, je le disais quand même, mais maintenant je risque plus rien, donc je vous le dis. Si avec la réforme Macron, je vais revenir pendant 2 ans, mais ils veulent pas de moi. Je sais pas comment on va faire ça. Je vais pas vous parler des victimes sociales, mais je vous les mentionne, mais c'est vraiment pas le sujet.
Les salariés du secteur, je suis quand même syndicaliste, vous m'excuserez, c'est normalement eux que je dois défendre, mais j'ai pas envie de les défendre ce soir. Elles sont quand même victimes. Enfin, que vous compreniez, les salariés d'EDF se battront pas pour que vous payiez moins cher votre facture. Parce que ce qui va nous arriver, ce qui va leur arriver, j'arrive même pas à penser que j'ai claqué la porte de cette cochonnerie, et on va leur enlever le logo EDF, on va mettre un logo Total, ou China Trois-Gorges, ou n'importe qui, et on touchera pas à leur convention collective. Parce que les salaires dans le monde de l'électricité, c'est petit comme ça. Ce qui est cher, c'est les centrales, c'est les lignes, c'est tout ça. Les salaires, ça coûte rien. Donc pour éviter, comme la CGT d'EDF, c'est le syndicat le plus riche du monde, on va éviter de les énerver, donc on touchera pas à leur statut. Donc les salariés, eux, n'ont rien à perdre. C'est pas de la politique fiction, ça s'est passé avec la Compagnie nationale du Rhône en 2000, sur les barrages. Les gens, ils ont enlevé leur logo EDF, ils ont gardé leur logo CNR, et ils ont même été augmentés pendant 4 ans, 3 fois plus que la moyenne, pour qu'ils aient pas envie de revenir à EDF. Mais à côté, il y a quand même, là je vous parle du moment où le prix du gaz explose. Quand le prix du gaz a été très bas, de 2015 à 2020, on n'a pas baissé vos factures. Vous pourrez vérifier, hein, croyez-moi sur parole, mais vous pouvez tout vérifier à la maison. Ce qui s'est passé, c'est que les entreprises qui fabriquaient de l'électricité, ils la vendaient moins cher que ce que ça leur coûtait. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes capitaliste? Plan d'austérité. Même à EDF, hein, où ils ont laissé passer le train sur les ENR de 120 milliards d'euros, c'est 2 fois les bénéfices annuels d'EDF sur 25 ans. Donc EDF a laissé passer un train de subvention de 2 fois ses bénéfices annuels pendant 25 ans, et il arrive devant nous autres, pauvres petits salariés, en disant « Ah mais là, maintenant, on vend plus le truc au bon prix, donc on vous vire 15% de baisse d'effectifs. » 25% de baisse d'effectifs dans la recherche, alors qu'il faut tout réinventer pour le système électrique 100% renouvelable. Donc, mais je vais pas trop vous parler des salariés d'EDF parce qu'ils sont très bien protégés avec une convention collective qu'on touchera pas. Mais on a un patron capitaliste. Qu'est-ce qu'il fait puisqu'il peut pas nous toucher? Il sous-traite. Il baisse nos effectifs et il file ça à des sous-traitants low cost, il filialise à des gens low cost. Ceux qui connaissent la convention collective Syntec, toutes les filiales d'EDF, il y en a 250. Ils sont tous à Syntec, la pire des conventions collectives du monde du travail, et nos sous-traitants, je vous raconte pas dans quel état ils sont. Si vous voulez en savoir plus sur ces victimes sociales et sur ce que EDF fait, il y a Thierry Gadot pour Blast qui a fait une super enquête en 10 chapitres. Il finit par la petite unité où j'étais, qui s'appelle EDF, le nouveau France Télécom. Vous pouvez toujours regarder. Donc, c'est un serial killer en plus d'être c'est Ocean's, pas Ocean's 14, c'est Ocean's 50 millions, quoi. Tellement il fait un hold-up de malade. Il tue tout le monde, les usagers, les contribuables, les agents du secteur, la planète, enfin, je sais pas ce qui reste comme survivant. Donc, un serial killer qui fait un hold-up, il mérite quand même un jugement. Il y a que 2 suspects dans l'affaire. C'est ou bien l'électron qui est devenu plus cher à produire et à transporter, ou bien le marché électrique qui est pas adapté. Parce que des énarques, des anciens patrons dirigeants d'EDF et des comment on nous appelle, éco-terroristes comme Sud, ont dit d'une même voix avant qu'ils fassent cette connerie. Hein. Donc moi, je sais déjà pour qui je vote. Il s'avère qu'on peut le démontrer. L'électron ne coûte pas plus cher aujourd'hui à produire ni à transporter. Donc l'électron, il est facilement innocenté, il n'y a pas de souci. Retenez ces 100 € du mégawattheure, c'est à peu près ce que ça coûte. Après, peut-être qu'il faut que vous payiez un petit peu plus cher pour prévoir la transition écologique et de sauver la planète de vos enfants. En revanche, le marché, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est un arnaqueur de première, mais un vrai arnaqueur doublé d'un délinquant climatique. Il faut que vous reteniez ça parce que quand même le climat, on n'a plus beaucoup d'années pour agir. Et en plus de vous arnaquer, mais de folie, c'est un sacré délinquant climatique. Et parmi les enquêteurs, il y a Bruno Le Maire, votre ministre de l'économie, qui n'a pas eu le temps de le dire longtemps, mais vous vérifierez, le 24 septembre 2021, il a déclaré « Le marché unique européen de l'électricité ne fonctionne pas, il est aberrant. » Enfin, comme disaient Jean, parce que nous, on le sait depuis 25 ans. Mais le ministre de l'économie, il dit ça, il s'est fait recadrer, le lendemain il est repassé en disant non, le marché de gros, il marche bien, c'est le marché, enfin, il s'est fait recadrer, rattrapé par la police. T'es fou de dire un truc comme ça? Alors maintenant, je vais me mettre en procureur de la République dans ce jugement, on est au tribunal. Si on était riche, on ferait Cleveland contre Wall Street, hein, c'est un documentaire que je vous conseille de regarder, c'est un vrai procès des banques en 2008 aux États-Unis, mais là on n'est pas assez riche, donc on fait semblant. Et moi, je suis du coup procureur sans être procureur. Alors, est-ce que le suspect, le marché de l'électricité, qui est d'ailleurs pas un marché de l'électricité, un électron, ça navigue à 300 000 km/s. Donc, il n'y a pas un marché où vous allez acheter des électrons. Hein. Ils vont trop vite. Vous pouvez pas remplir votre panier avec. Ils les trouvent.
C'est un marché du droit de vous vendre de l'électricité plus chère que si le mec il était pas là. C'est un marché de droit de vous vendre, de changer le logo de la facture. En fait, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Alors, est-ce qu'il bénéficie de circonstances atténuantes? Parce qu'après tout, les Margaret Thatcher, les Léon Britton en Angleterre, les Chirac et Jospin en France, peut-être ils savaient pas. Ils ont cru que c'était une bonne idée. Ça marche la concurrence. Enfin, je sais pas si ça marche, mais ça fait baisser les prix souvent la concurrence. Et puis le privé c'est moins cher que le public. Enfin, tout ça, ils y croient, quoi, comme une religion. Mais non, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Donc, avec le marché, il faudra quand même juger je pense, tous les socialistes, tous les républicains et tous les macroniens. Ça fait beaucoup pour la France, vu maintenant le nombre de victimes et le hold-up. Parce qu'ils savaient. Ils savaient à 4 titres, je crois. Je vous invite à lire un bouquin sur ce sujet-là, qui est une enquête formidable d'un copain qui s'appelle Aurélien Bernier, un journaliste économiste. Ça s'appelle Les voleurs d'énergie, accaparement du pétrole, du gaz et de l'électricité. Ce gars-là, bien plus malin que nous. Nous, on a fait les barrages en France. Lui, il a fait le pétrole, le gaz et l'électricité dans le monde entier pendant 200 ans. Il a fait une enquête phénoménale. Lisez ce bouquin, il est fabuleux. Et qu'est-ce qu'il dit, son bouquin? Et il le dit, tous les pays le savent. Hein. Historiquement, l'électricité c'est inventé par du privé. Des gens dans la vallée de la Romanche, au-dessus de Grenoble, d'où je viens, ils voulaient faire d'aluminium. Il faut beaucoup d'énergie. Il y a de l'eau qui tombe en grande quantité. Ben, on va mettre une turbine et hop, ça fera l'énergie qu'il faut. Donc au début, c'est un développement par le privé, pas par un choix politique, mais juste parce que eux, ils en ont besoin. Et puis nous, on ne sait pas encore ce que c'est que l'électricité. Ce qui est important que vous reteniez, c'est que partout dans le monde, des dictatures, des démocraties de droite, des démocraties de gauche, c'est un sujet qui me semble intéressant parce qu'il est apolitique. Tout le monde fait 3 constats. Ça marche pas, il y a plein de coupures, 4-5 coupures par jour à l'après-guerre en France, mais c'est pas à cause de la guerre, c'est à cause de ça. Des prix prohibitifs, donc voilà, bienvenue au club. Maintenant, vous rejoignez ce club des gens qui le savaient à l'époque. Hein. Tous les papis-mamies des années 30 et 40, ils savaient que l'électricité, ça coûtait beaucoup trop cher. Et puis, un truc politiquement impossible pour quelque chose qui devient un fluide indispensable, c'est-à-dire que si vous habitez loin, ça coûte beaucoup plus cher que si vous habitez près, et il n'y a pas de raison, puisque politiquement, on a envie de dire c'est le même prix pour tous les gens qui ont le même profil. Et c'est là que c'est génial, c'est que partout dans le monde, dans tous ces trucs de pétrole, de gaz et d'électricité, tout le monde nationalise. Un mot qu'on n'a plus trop le droit de dire, mais les dictateurs nationalisent tout ça, les régimes de droite et les régimes de gauche, et tout ça, ça s'est passé au milieu du XXe siècle. Alors évidemment, en France, on sortait avec les patrons mouillés dans la collaboration et la CGT 5 millions d'adhérents. Donc en France, ça s'est fait pour l'électricité le 8 avril 46, peut-être à 10h23. Donc ça s'est fait comme ça. Des pays anglo-saxons comme l'Angleterre, ils ont fait ça un peu plus en douceur, mais ils l'ont fait. Tout le monde l'a fait. Et puis la troisième phase, dans son bouquin, c'est ce que vous vivez maintenant, c'est-à-dire que le privé est chassé par la grande porte, il revient par la fenêtre. Donc lui, il dit, ça s'est passé partout dans le monde, donc vous savez très bien que mis dans les mains du privé, l'électricité, ça marche pas. Mais il y a mieux, parce qu'on va dire, un politique, ça fait pas d'histoire. Ok, ça fait pas d'histoire, ça se rappelle pas ce qui s'est passé dans les années 50, il était pas né, Macron, Hollande non plus. Au moment où l'Europe décide de vous offrir ce tout concurrence pour baisser les prix de l'électricité, vous regarderez, pour les plus jeunes d'entre vous, vous taperez sur Google scandale Enron, les patrons d'Enron sont en prison, pour des raisons qui sont dans la BD et dans le documentaire que je développerai pas ce soir, sauf si vous me le demandez. Un privé qui est aux mains d'outils qui peuvent permettre un blackout, il sait très bien qu'avant le blackout, qui prévient pas lui, il se fait en 1 seconde comme un château de cartes qui s'effondre, le prix il peut passer de 100 à 3000. Pour un trader x30 en quelques minutes, avec une menace pour le mec d'en face qui va pas pouvoir vous faire un jugement, puisque dans un quart d'heure tout s'effondre, donc ça va être une transaction au téléphone, et moi j'en ai vu des transactions comme ça dans la salle prévie, ça se passe en 10 minutes, ou en 5 minutes, ou en 20 secondes, combien tu veux pour démarrer ta centrale pour pas que ça s'effondre. Alors, dans vos têtes, vous comprenez pas pourquoi il faut absolument éviter le blackout, parce que moi, le premier, quand il y a un blackout, on sort les bougies, on fait l'asco avec nos enfants sur le mur, et c'est une super soirée. Oui, c'est vrai dans les familles, mais pour l'économie française, un blackout, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros par jour. J'ai mon frangin qui était major d'une école de papeterie, il vous dirait mieux que moi, il est là ce soir. Une papeterie, vous coupez le courant, vous jetez l'usine. Et puis vous en reconstruisez une nouvelle, une rotative pour imprimer Libé ou Le Monde ou même Le Figaro, c'est pareil. Et comme ça, les dégâts sont monstrueux. Alors en Californie, Enron s'est amusé à jouer la pénurie pour que les prix augmentent. Et puis 38 fois, ça a raté, ça a été jusqu'à l'effondrement du château de cartes. Il y a eu 38 jours de blackout
au début des années 2000. Donc avant que l'Europe fasse cette connerie. Et dans un autre doc de Gilles Balbas, vous allez dire je suis amoureux de lui, pourtant il bosse que pour la CGT, c'est un documentaire de 2006, gratuit sur YouTube, qui s'appelle EDF les apprentis sorciers. C'est la gouverneure de Californie qui dit que c'est seulement en 2020 ou 2022, je me rappelle plus, que ces 38 jours de coupure seront finis de rembourser par les citoyens californiens. 22 ans de remboursement. Et donc c'est dans ce contexte-là, de la grande histoire d'Aurélien Bernier et de la petite histoire... Vous allez aux États-Unis et vous dites à n'importe quel... Les États-Unis, c'est eux qui ont inventé l'école de Chicago qui a fait le Chili de Pinochet, quoi. Donc eux, ils s'y connaissent en tout concurrence et en libéralisation. Vous dites à ces gens-là, vous allez à Chicago dans l'école de Milton Friedman et vous lui dites on va libéraliser le marché de l'électricité, mais il vous met en prison, le mec. Puis il n'y a plus un Américain qui croit que faire un marché électrique, c'est une bonne idée. Bah, tu m'étonnes, les Californiens qui mettent 22 ans à rembourser cette connerie. Les patrons sont en prison, mais bon, c'est quand même les Californiens qui ont remboursé, quoi. Donc, vous voyez quand même le foutage de gueule, quoi. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Chirac, Jospin en France, Thatcher, ouais, on n'en entendait pas grand-chose. Et Léon Britton en Angleterre, les Allemands, j'ai pas leur nom, vous m'excuserez mon inculture. Tout le monde savait, quand il démarre le marché de l'électricité en Europe, que ça marcherait pas. Que vous serez les dindons de la farce. Donc il y a la solution, ils savaient pas, c'était des imbéciles heureux, disparaît. Et en fait, il faut qu'on se mette dans nos têtes. C'est douloureux, hein, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles ce soir. Ces gens-là ne roulent pas pour vous. Ils roulent pour les gens d'en face. Et les gens d'en face, croyez-moi, depuis 25 ans, ils s'en foutent plein les fouilles. Il y avait un autre, après ils peuvent dire oui, mais aux États-Unis, c'est pas pareil. Il y a des cow-boys, il y a des Indiens, je sais pas quelle connerie. Et puis l'histoire, on se rappelait plus. En Europe, au moment où ils font cette connerie, et ça arrive quand même assez rarement, les éco-terroristes de Sud, des grands énarques, il y en a un dont je connais le vrai nom, je pourrais vous le dire en off, j'ai pas le droit de vous le dire en on, qui a fait sous un faux nom un bouquin qui s'appelle EDF Chronique d'un désastre annoncé, sous le faux nom de François Soult. C'est un haut fonctionnaire de l'OCDE. L'OCDE, c'est pas l'antichambre du syndicat éco-terroriste Sud, hein, pas tout à fait. Et les cadres dirigeants d'EDF, ils se sont réunis pour la Fondation Copernic. Ils ont fait un tout petit bouquin. Ils l'ont signé Jean-Marcel Paul pour Marcel Moulin et c'est ça, Marcel Moulin? Ouais, non, Jean Moulin et Marcel Paul, pardon, je fatigue. Jean Moulin et Marcel Paul, le fondateur d'EDF et le fondateur du Conseil national de la résistance qui vous a offert la Sécu, et EDF qui a pas encore réussi à vous offrir la liberté de la presse et des banques, enfin des banques publiques, mais bon, peu importe. Donc quand les cadres dirigeants d'EDF, c'est vrai, dans notre rapport barrage, on a fait bosser des cadres dirigeants d'EDF à la retraite et des mecs en place aujourd'hui dans le top 10 d'EDF qui nous parlent dans l'anonymat. Quand ces gens-là, les énarques du gouvernement et de l'OCDE et Sud écrivent la même chose, peut-être c'est vrai. Peut-être parce qu'on n'est pas souvent d'accord en fait. Donc il y avait ça aussi à l'époque. Vous pouvez trouver, et peut-être sur le site de la CGT aussi, je suis pas allé fouiller, mais vous pouvez aller trouver sur le site de Sud Énergie, vous pouvez lire ce bouquin d'un énarque de l'OCDE, et vous pouvez lire ce petit bouquin des cadres dirigeants d'EDF. Tout le monde vous dit, c'est pas possible que ça marche. Bon, c'est pas possible que ça marche, mais on le fait quand même parce que, écoutez, c'est religieux, c'est ce que tu disais. Au même moment, je finis avec ce quatrième point, c'est quand même très grave, hein, et désolé d'être trop bavard, hein, parce que on a commencé tard tous les deux, et puis vous verrez peut-être pas. Mais je trouve intéressant de vous raconter cette histoire, parce que à mon avis, vous avez presque rien entendu de ce que vous avez raconté, que de ce que je vous raconte. Au même moment, la Commission européenne, elle reçoit de 2 organismes économistes orthodoxes, hein, des gens qui croient au marché, hein, et c'est daté, c'est avant qu'ils prennent la décision. La Commission européenne, des gens qui sont censés vouloir votre bien, hein. Enfin, ils sont censés, hein. Ils sont là pour ça en tout cas. L'Europe, c'était plus jamais la guerre, mais aussi des citoyens heureux, il me semble. 2 études qui démontraient que là où l'électricité avait été libéralisée, bizarrement, et ils trouvaient ça bizarre, mais ils le constatent, les prix de l'électricité étaient bien supérieurs à ceux qui conservaient une gestion publique centralisée, monopole public. Donc en fait, ils savaient tout par la longue histoire, par Enron, par les syndicalistes et les énarques, et par ces 2 études, et ils décident de le faire. Donc, pour aller très vite là-dessus, dans notre travail syndical, on s'est approché de l'affaire du siècle qui a gagné 4 procès de suite contre Macron pour inaction climatique ou même pour crime climatique, je crois. Et c'est des actions de juristes. Nous, on est bien trop petits pour avoir des juristes compétents à nos côtés. On les a approchés. On est le seul syndicat de France à avoir signé l'appel du siècle bien avant vos 2 millions de signatures. Pas l'appel, l'affaire du siècle.
Et ben si vous n'aviez pas été 2 millions à signer pour eux et qu'ils soient complètement accaparés par cette affaire climatique qui est bien plus importante que ce que je vous raconte, ils nous auraient aidés parce qu'il leur semblait, alors si dans cette salle il y a des juristes de droit européen, etc., il leur semblait qu'il y avait des prises juridiques pour attaquer les gouvernements de Chirac, Jospin, de Sarkozy, de Hollande et de Macron pour crimes contre l'intérêt général. Parce que sur ce sujet-là, on peut démontrer qu'ils savaient, qu'ils l'ont fait quand même, et qu'ils savaient que vous seriez les dindons de la farce. Et c'est vos représentants. Et on est une démocratie. Donc il devrait y avoir moyen de faire ça. On se bat également pour trouver des moyens d'interdire, parce que ça devrait être interdit. Il me semble d'ailleurs qu'à une époque, ça l'était en France, les pantouflages et les rétropantouflages. On n'en peut plus, salariés d'EDF, ils en peuvent plus, j'en suis plus un. Il faut que je m'y habitue. Hein. On n'en peut plus d'avoir des patrons qui prennent le carnet d'adresse d'EDF et qui vont le filer à une banque, ou qui prennent leur savoir-faire de banquier pour venir casser votre service public. C'est de plus en plus fréquent. Il y a un reportage qui s'appelle Électricité, le montant de la facture, qui est passé sur Arte en 2016, où ils prennent l'exemple espagnol, où je sais pas combien de membres du gouvernement sont partis chez Goldman Sachs, et puis ils sont revenus au gouvernement, puis ils sont repartis chez Goldman Sachs, et puis enfin, c'est pas possible. Un grand fonctionnaire, il s'occupe de l'intérêt général, il va pas faire fructifier son carnet d'adresse ministériel dans le privé, ils le font tous. Agnès Pannier-Runacher, elle s'appelle Pannier, parce que son ex-mari était cadre dirigeant chez Engie. Pannier. Et Runacher, elle est d'une famille qui a les actions majoritaires du plus grand groupe pétrolier de France. Je sais plus comment il s'appelle. Deuxième plus grand groupe pétrolier derrière Total. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Petralco, non? Ouais, peut-être. Elle a été interdite de s'occuper des affaires d'énergie. Toutes les affaires d'énergie sont gérées par le ministère de l'écologie. En 2019, c'est un article de Mediapart, vous verrez que je sais plus quelle commission de déontologie interdit à Madame Pannier-Runacher de s'occuper des trucs d'énergie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle divorce. Bah oui, un mari, ça peut devenir un ex-mari. Alors elle divorce, du coup, il n'y a plus le problème d'Engie, et elle devient ministre de la transition écologique. Sa famille, ses frères, ses enfants, son père, continuent d'être actionnaires majoritaires de Petrenco, ou je sais plus comment ça s'appelle, Petrenco, je crois. Et c'est pas grave, c'est votre ministre de l'écologie. Ayez confiance, comme disait je sais plus qui. L'ex-ministre du Transport, il débloque des milliards d'euros pour l'hydrogène, qui n'est pas une source d'énergie, qui consomme autant d'énergie qu'elle en fabriquera. C'est un truc pour faire de la croissance verte. De la croissance, c'est sûr, verte, il faut vraiment y croire comme une religion. Eh ben, il a quitté la fonction publique, il est plus ministre et il est parti chez le numéro 1 de la voiture à hydrogène. Donc ça, il faut que ça cesse, parce qu'évidemment, ils seront tentés, s'ils ont le droit de le faire, d'aller valoriser. Et du coup, il a donné des sous à son futur patron, qui j'imagine lui a donné la paye en conséquence, quoi. Enfin, bref, etc. Je m'éloigne. Alors pourquoi je vous ai dit deux choses, et il faut quand même que je vous explique pourquoi c'est vrai. Je vous ai dit que le marché de l'électricité, qui n'est pas un marché de l'électricité, qui est un marché de la facture d'électricité, parce que je crois qu'EDF et Engie continuent de produire 95% de votre électricité en France, donc c'est juste des logos de gens qui servent à rien. C'est un arnaqueur de première, je vous ai dit, et un délinquant écologique. Alors je vais essayer de vous le prouver quand même, parce que sinon je vais être attaqué pour diffamation, et croyez-moi, ils aiment bien m'attaquer pour diffamation. Alors pourquoi c'est un arnaqueur de première? Le premier truc, c'est que on fait tout ça sous la religion de la concurrence libre et non faussée. Alors je vais vous raconter 3 exemples de concurrence libre et non faussée. Dans le nucléaire, ça s'appelle l'AREN. C'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, on s'en fout, ça vient de la loi Nomé de 2010, on s'en fout aussi. Mais si vous connaissez un autre exemple dans un autre pan de l'industrie où on fait des conneries pareilles, et comme les 2 autres d'ailleurs, vous me le direz. On oblige EDF parce qu'on va pas privatiser des centrales nucléaires. Ça, depuis Fukushima, personne n'a l'idée. Parce que TEPCO a pas payé 1 centime des dégâts, c'est les Japonais qui ont payé. Donc une entreprise privée ne paye pas les dégâts quand il y a un accident nucléaire. De toute façon, elle pourrait pas. Même Bernard Arnault, il pourrait pas payer ça. Donc en France, vous n'êtes pas prêt à ce qu'on file des centrales nucléaires dans le privé, et vous avez sûrement raison. EDF est devenue une société anonyme avec des patrons banquiers. Donc bon, je vous laisse réfléchir. Mais on oblige EDF à vendre à prix coûtant depuis 2010, un prix qui n'a pas bougé. Un quart de sa production nucléaire, c'est devenu un tiers il y a 2 ans, sur une idée d'un député macroniste qui n'a pas été réélu de Grenoble. Je suis trop content. Mais c'est quand même devenu un tiers. Sa loi, elle est passée. À prix coûtant à des gens qui vous le vendront quand c'est plus cher.
Alors avec l'AREN, on a vu apparaître, nous, salariés d'EDF, des concurrents 10 traders dans une salle plus petite que ça, avec des tapis d'ordinateur. Et puis ils achètent, et puis ils vendent, quand c'est plus cher. Et ils achètent soit, ils sont pas, EDF est obligé de leur vendre, mais eux, ils sont pas obligés d'acheter. Donc dans les années où ils peuvent acheter leurs carottes sur le marché, Euronext à Francfort, il y a même les marchés, ils les ont mis en concurrence. Je crois qu'il y a 3 marchés de l'électricité en Europe. Donc ils peuvent aller acheter leurs carottes au marché, ou à EDF obligé de vendre. Alors il y a 2 solutions. Le prix à EDF c'est 42 €. Mais vous allez être formé en 1 minute pour être trader de l'électricité, c'est vraiment pas compliqué. Si le marché il est au-dessus, vous n'êtes pas con, vous allez acheter à EDF, non? Du coup EDF il a vendu à des traders l'électricité qu'il devait à ses clients, là il l'a plus, alors il faut qu'il aille l'acheter sur les marchés. Donc pile, il gagne, et vous perdez. J'ai la simplification de langage de vous dire EDF c'est vous, mais n'oubliez pas que EDF est devenu une multinationale quand même. Je suis pas du tout défenseur d'EDF, qui soit m'a viré, soit j'ai claqué la porte comme Adèle Haenel, je sais pas, on sait pas. Moi je suis amoureux d'Adèle, alors bon bref. Mais bon, peu importe. Alors si c'est plus cher sur le marché, vous achetez les carottes à EDF, et EDF est obligé d'acheter plus cher. C'est quand même la concurrence libre, ça. Et si c'est moins cher sur le marché, vous dites, ah non, mais moi, les carottes d'EDF, elles sont toutes pourries. D'abord, c'est du nucléaire, j'en veux pas, parce que moi, je vends de l'électricité verte. Il y a 25% de l'électricité qui est renouvelable en France, 60% de vos offres, vous avez 100 offres d'électricité. Vous allez sur le ministère de l'écologie, vous tapez votre adresse, vous aurez 100 offres. Il y en a 60 vertes. 100% vertes. 60 sur 100, alors qu'il y a 25% d'énergie verte. Et la seule dont on est sûr qu'elle soit vraiment verte, c'est les barrages hydroélectriques, et vous en avez plein, la Durance. Alors verte aux petits poissons et à l'écosystème près. Ouais, je suis complètement d'accord. La seule énergie propre, c'est celle qu'on consomme pas. Mais quand même, c'est plus propre que beaucoup d'autres. Parce que maintenant, le mal est fait. Et puis on essaye quand même encore de le gérer parce qu'il y a des experts en écosystème à EDF, qu'il n'y en aura pas chez Total. Mais on peut en discuter. On en discute. Mais enfin, il n'y en aura pas chez Total, ça c'est sûr. On n'entend plus. Et donc, en dessous, vous dites non, et EDF garde son électricité pourrie à 42 €, vous en avez une à 20. Donc, dans tous les cas, vous êtes meilleur qu'EDF et vous faites rien. Vous cliquez. Vous n'avez pas d'usine, donc pas de grévistes, pas de cambouis, pas de CGT, pas de risque. Pas de risque, il n'y a rien qui pète dans un ordinateur. Puis s'il pète, vous le changez, il suffit d'avoir un serveur. Donc nos premiers concurrents, c'était des mecs comme ça. Alors vous allez me dire, c'est vachement libre et c'est vachement non faussé. Il y a 2 autres exemples. Dans l'hydraulique, les barrages les plus rentables de France, c'est la vallée du Rhône. Je suis hydrologue, il y a plein de régimes différents, méditerranéens, alpins, même la vallée de la Saône, etc. Il y a de l'eau, il y a de l'aimant surtout au-dessus. Il y a de l'eau tout le temps dans le Rhône. C'est un tube de dentifrice, vous mettez une turbine et ça vous rapporte du chou tout le temps. Ça s'appelle du fil de l'eau, pardon. Même le barrage de Mouglan. Ben, il est pas sur le Rhône, lui, il est sur l'Ain. Il est sur l'Ain, voici. Mais en tout cas, le Rhône, c'est une machine à cash. Je vous ai parlé de 60 pour produire l'électricité. Les barrages du Rhône, ils sont entre 20 et 25. Mais ils vendent à 3000, hein. Alors, pourquoi Chirac et Jospin? Parce que c'est à eux qu'on doit ça en 2001. Ils ont donné les barrages du Rhône à la CNR, une filiale d'Engie, devenue multinationale, elle, très majoritairement privée. C'était BNP Paribas, ça s'appelait avant, ou je sais plus comment ça s'appelait, enfin un truc comme ça. Suez, ouais, pardon. Suez, BNP Suez, ou, bon, je suis fatigué. Mais enfin, en tout cas, c'est devenu une multinationale complète. C'était GDF avant, mais c'est devenu totalement privé bien avant EDF. Comment on a filé les barrages les plus rentables de France au privé? C'est quand même une histoire que ça non plus, BFM et TF1 vous raconteront pas. Pourtant, ça aurait le mérite de vous énerver. Ils ont tout de suite compris, la multinationale Engie, qu'ils avaient le vent en poupe et que vous, citoyens, vous seriez les dindons de la force. Alors, ils ont joué au con jusqu'au bout. Hein. Ils ont commencé à dire, ah ben moi, j'ai personne qui sait s'occuper des barrages. EDF pourrait pas me passer ses salariés. Alors en plus, un salarié d'un barrage, il est amoureux de son barrage. Le barrage, c'est un prototype, il n'y en a pas de pareil. Il y a des oreilles dehors comme dans les sous-marins. Enfin, et les mecs, ils voulaient rester sur leurs ouvrages, donc ça, ils étaient prêts à y aller. Alors après, quand ils ont vu qu'on disait, OK, prends les 1500 salariés qui s'occupent des barrages du Rhône, ils ont dit, ouais, mais attends, moi je sais pas encore si c'est rentable. Hein. Mon œil, j'allais dire autre chose. Donc il faudrait que EDF les paye pendant 4 ans. Et ce que je vous dis, c'est vérifiable. Hein. C'est un patron d'EDF qui m'a raconté ça. Et j'ai les minutes de cette décision co-préfectorale de toutes les préfectures du Rhône qui décident ça.
Bon, bah EDF va les payer pendant 4 ans. Genre, je sais pas moi, Apple a un petit coup de mou, alors ils appellent Microsoft, tu peux pas me filer 1500 salariés puis tu les payes pendant 4 ans parce que mince, on fait de la concurrence libre et non faussée ou pas? Ok. Et puis après, les salariés ils voulaient pas, parce que même changer de logo sans changer de fiche de paye, ils étaient croyez-moi pas si vous voulez pas, mais les salariés d'EDF, sous leur patron banquier, sont épris de services publics. Et ils adorent les tempêtes de 99 où on rappelle les retraités pour servir à quelque chose. On a un fantasme d'être utile à service public, quoi. Enfin, je sais pas quoi. Richesse des pauvres, tout ce que vous voudrez. Et donc, ils disent, mais moi, j'ai envie, ok, si je suis obligé pour rester dans mon barrage d'aller à la CNR, mais moi, dans 4 ans, je vais avoir le droit de revenir à EDF. Alors ça aussi, ça se vérifie. On a une convention collective qui dit le taux d'avancement moyen pour les exécutions, les ouvriers, les techniciens, les cadres. Et ben pendant ces 4 ans, ils ont eu 3 fois plus d'augmentation que le taux moyen négocié par la convention collective. Donc ils se sont dit, mais c'est vachement bien le privé, on est augmenté 3 fois plus souvent que le public. Et puis évidemment, au moment du retour, la CNR qui gardait les barrages du Rhône leur a dit, ah tu veux rester oreille d'or dans ce barrage, mais il n'y a pas de souci, il m'appartient maintenant le barrage, enfin j'ai la concession. Comme les autoroutes et l'eau potable. Et EDF leur a dit, tu voudrais pas aller t'occuper d'une usine à charbon dans le Nord? Alors 92,4% des salariés sont restés chez Engie et hop, affaire pliée. Ça, c'est de la concurrence super libre et non faussée. J'offre une BD ce soir à celui qui me trouve un autre exemple dans le monde de l'industrie, de ce que je vous ai raconté, payé par l'autre, suraugmenté. Et puis, j'ai oublié de vous dire, on les a donnés à la CNR, les barrages. Elle l'a pas vendus, on les a donnés. Si ça se voit dans la mafia. Oui, ça se voit dans la mafia. Ouais. D'ailleurs, le gendarme du marché électrique, il parle souvent de la mafia dans ses déclarations. Il parle de bénéfices juteux, de trucs comme ça. Et puis les énergies renouvelables, j'y reviens pas, mais on a filé à des mafieux italiens et à des fonds. J'ai rien contre les Italiens et à des fonds de pension anglo-saxons. J'ai rien contre les anglo-saxons. Le développement des énergies renouvelables et vous allez très bientôt savoir pourquoi c'est plus cher. Il y a une vraie raison facile à comprendre, notamment dans les Hautes-Alpes, sur pourquoi la concurrence, ça marche pas dans l'électricité. Parce que c'est pas possible. D'abord, économiquement, un réseau haute tension, ça coûte des dizaines de milliards d'euros. Une centrale, ça coûte des dizaines de milliards d'euros. Vous n'allez pas en faire 2, en filer une à EDF, une à Total, pour voir celui qui fait le mieux, quoi. Donc, de toute façon, au mieux, vous ferez de la délégation de service public. C'est ce qu'ils ont fait sur la CNR, sur le Rhône, avec Engie. Mais c'est la vache à lait des vaches à lait, hein, c'est les barrages les plus rentables de France. De la même façon, donc c'est vrai pour les réseaux. Je sais pas si ici il y a des gens qui se battent contre les pylônes haute tension qui détruisent vos jolies montagnes. Mais en attendant, vous vous batteriez 2 fois plus, madame, si il faisait 2 lignes, une à RTE, une à Total, et puis que le meilleur gagne, quoi. Donc même chez les plus fous capitalistes véreux de la Terre, personne n'a jamais eu l'idée de mettre en concurrence un système électrique parce que c'est trop cher économiquement et trop des saloperies, barrage included, je suis d'accord avec vous, écologique. Donc on joue pas à ça. Donc il n'y a pas de concurrence. Alors au mieux, on fait de la délégation de services publics, mais vous avez vu de quelle façon avec la CNR ou avec les énergies renouvelables. Au pire, on fait ce que je vous ai raconté avec les traders à 10 là. Et on fait des fournisseurs qui servent à rien. À rien. Si, ils changent le logo. Ça, je pense que sur Photoshop, ça doit prendre 3 secondes. Ils font, je crois que c'est le domaine commercial en France où il y a le plus de plaintes pour démarches agressives. Vous connaissez forcément autour de vous quelqu'un qui a cru voir venir un agent EDF qui lui a dit signe là et puis ah tiens je me retrouve chez Eni. Eni c'est le pire, c'est un pétrolier italien, un gars qui s'y connaît vachement en électricité, mais qui a compris que l'or noir allait se remplacer par l'or bleu et l'or, je sais pas quelle est la couleur de l'électricité, jaune fluo en France, je sais pas trop. Voilà, donc la concurrence elle est pas possible de toute façon, donc on va faire semblant et pour faire rentrer un rond dans un carré, les jeux des gamins là, le gamin il faut qu'il soit Hulk et qu'il ait un gros marteau, il va le faire rentrer mais il y aura des dégâts et les dégâts c'est vous. J'espère que vous suivez, que je commence à vous énerver. La troisième arnaque, c'est que on vous dit depuis que vous êtes né, le privé c'est moins cher que le public. Alors sur ce que je vais vous dire maintenant, même Bruno Le Maire, je le sais grâce à Jean à côté de moi, a fait une note sur le financement des fameux futurs EPR et il dit la même chose que Sud. Ça, quand Bruno Le Maire dit la même chose que Sud, ça doit être vrai. Il y a quelques petits machins qui t'es d'accord avec moi, Joël, hein, ça arrive pas souvent. Hein. Pourquoi le privé, ça peut pas être moins cher que le public dans tout ce qui est des gros réseaux chers sur le long terme avec des investissements sur 30 ans, 40 ans, 50 ans? Ben, c'est très simple. Un État, il sait emprunter à 0, 1 ou 0,5%. Il sait faire, tous les États savent faire, en tout cas les États riches, comme la France, savent très bien le faire.
Un privé, il joue pas à 1%. Vous avez un livret A, je sais pas combien, maintenant c'est un peu plus, mais comme il y a de l'inflation, c'est un peu moins plutôt, je crois. Mais vous jouez avec votre livret A. Ouais, j'ai gagné 33 € d'intérêt cette année. On va aller au cinéma. Mais un privé, il joue pas là-dessus. La CNR, je vous disais que c'était la vache à lait des vaches à lait, pour une histoire triste que j'ai pas envie de vous raconter ce soir, qui est de là-bas dedans. La Cour des comptes a dit que sur les 10 dernières, enfin sur les 20 années d'exploitation par la CNR, leur marge, leur coût, on appelle ça le coût du capital, retenez taux d'intérêt, quoi, combien ça leur rapporte par an, c'est 27%. Alors maintenant, moi je me suis amusé à faire un simulateur de prêt bancaire. Les formules de prêt bancaire sont sur Internet, vous pouvez en faire un demain, vous vérifierez ce que je vous dis. Entre 1% et 9%, je vous parle pas du 27, enfin si je peux vous en parler, sur 30 ans, entre 1 et 9, c'est 3 fois plus cher. Entre 1 et 27, c'est 9 fois plus cher. Et comme l'a créé le gendarme du marché de l'électrique a dit que le développement des énergies renouvelables en France par ces fameux mafieux et fonds de pension, c'était juteux, surjuteux, et il l'a comparé au marché de la drogue à ce moment-là. Eh ben, ces fameux 125 milliards que vous avez payés, ils vous auraient coûté beaucoup moins cher. Alors, on va vous dire, oui, mais les feignants de fonctionnaires, ils bossent moins bien que le privé. Ouais, mais enfin, si c'est 9 fois plus cher, les mecs, ils ont intérêt à se remonter les manches quand même. Je veux bien qu'on ait des sales gros feignants. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis à la retraite. Enfin, pas à la retraite. Je suis en année sabbatique pour avoir quitté EDF. Il y a plus feignant quand même. Il y a plus feignant. Donc le privé c'est plus cher que le public. Tout le monde le sait. C'est vrai pour la SNCF, c'est vrai pour les autoroutes, c'est vrai pour tout ce qui est des gros trucs à plusieurs dizaines de milliards. Tout le monde le sait et Bruno Le Maire l'écrit pour les futurs EPA. Je suis trop long. Tu l'as dit que le coût du salaire c'est négligeable. Ah oui, les salaires c'est 15%. C'est pas du tout ça le prix de... Oui, alors bien sûr, sur BFM TV, on va vous parler de nos avantages en nature terribles. Oh, on paye pas l'électricité. Alors ce qui les énerve, c'est pas qu'on paye pas l'électricité, parce que moi j'ai comparé avec les copains qui sont ingénieurs comme moi. Eux, dans le privé, ils ont des voitures de fonction. Bah, faites le calcul, un ingénieur, il a plus intérêt à avoir une voiture de fonction que l'électricité gratuite. Hein. Ça rapporte beaucoup plus. Ce qui les emmerde, c'est que les petits, ils ont aussi ça. Les ouvriers. Et t'imagines, hein, l'ouvrier qui vous fabrique l'électricité, ben il la paye pas cher, mais c'est complètement dégueulasse, ouais. On est là pour piller les pauvres, donc toi tu vas la payer cher. Donc on vous parle de ça, on vous parle des, je sais pas quoi, des camps de vacances. Moi j'ai pas la télé depuis 25 ans. On parle de quoi sur EDF? Là, on est des salles privilégiées, des trucs comme ça. De toute façon, on est de moins en moins nombreux. Vous pourrez regarder les effectifs. On a effectivement perdu 15% qui ont été remplacés par des sous-traitants maltraités précaires. Donc ils font quand même le ménage. Et on disait à notre patron, mais t'imagines, parce que Jean-Bernard Lévy, notre dernier précédent PDG, il venait de Thales. Thales, c'est l'armement, et chez Thales, les syndicalistes nous ont dit qu'il s'appelait le coupeur de branche. J'y connais rien en armement. Peut-être que dans l'armement, virer des gens, ça rapporte des sous. Dans l'énergie, ils pourraient tous nous virer. Vous seriez un peu dans le noir quand même. Eh ben, ça lui ferait que 15% d'économie. Et il aurait tout perdu. Donc, c'est vraiment pas une variable d'ajustement. Ils l'ont quand même fait, et je vous expliquerai. Les 15% sont en comptant les sous-traitants ou pas? Ah non, bah ça c'est des marchés, ça. Des prestataires, je veux dire. Ah ben non, mais les prestataires sont vraiment pas chers, hein, donc ça augmente beaucoup moins que s'ils n'avaient pas baissé nos effectifs. Mais en fait, vu que dans l'énergie, par exemple, les éoliennes c'est 30 ans, si tu rémunères le capital à 1%, et si tu le rémunères à 9%, en fait, le prix de tes éoliennes, il fait x3. Oui, il fait x3. C'est-à-dire que une éolienne qui va te coûter, 1 million d'euros, elle coûtera 3 dans le public, elle coûtera 3 dans le privé. Voilà. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et que le salaire n'est rien, que c'est que l'intérêt du capital. Mais même sans vous taper les formules de prêt bancaire, parce que ça fait mal à la tête, moi, sous Excel, j'en ai un peu chié. Ici, vous avez suffisamment des âges différents. Je sais qu'il y a des gens qui ont acheté leur maison à 15%. Ils savent qu'ils l'ont payé 4 fois le prix. Et il y a des gens plus jeunes qui l'ont peut-être acheté à 1%. Et ils savent qu'ils l'ont payé 1,2 fois le prix. Donc, de toute façon, c'est dans votre intelligence collective, cette information, vous l'avez parce que, par exemple, nos parents, ils ont acheté une maison à 15%, ils ont payé 4 fois le prix. Vous pouvez le vérifier sur 30 ans, ça fait toujours ça. Alors, comme 1,2%, 1,2 fois le prix, tu as payé ta maison 4 fois plus cher à cause de la spéculation. Ah non, mais là, c'est pas 4 fois plus cher. Une éolienne fabriquée par le public ou fabriquée par le privé aujourd'hui, ou un panneau solaire posé par Jean, que je vous conseille, ça sera le même prix. Il fait pas des prix. Si tu fais des prix moins chers pour le privé, toi, moins cher pour non mais en fait, c'est vraiment, en fait, l'actionnaire, c'est ça qui coûte le plus cher. C'est 80, donc
Et en fait, vu que on dit 30 ans, mais en fait l'énergie, quand on a parlé des réseaux, c'est fait pour un siècle. Les barrages, c'est fait pour un siècle. Ouais. Donc le temps, plus c'est long, un investissement. Plus privé, c'est pas une bonne idée. Plus privé et coûte cher. Alors j'ai pas fini sur mon arnaqueur de première. Pourtant là, il vous en a déjà fait du mal, le mec, hein, le marché électrique et tous les politiques qui vous l'ont vendu en sachant que c'était pas une bonne idée. Le pire en ce moment, mais que en ce moment, c'est bien de faire un marché de l'électricité. Bon, déjà personne peut arrêter l'électron, mais c'est quoi le prix du marché? Comment on le définit, le prix du marché? Alors, il y a qu'un truc à savoir, c'est que la production, elle doit toujours être égale à la consommation. Donc je prends toujours cet exemple parce qu'il me fait rigoler. À la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde, tout le monde va au même moment ouvrir son frigo pour prendre une bière. Il semblerait que les spectateurs de foot aiment la bière. Et du coup, ça fait un pic de consommation phénoménal parce que tous les frigos de France vont d'un coup. Et à ce pic, il faut faire un truc équivalent. Et là, vous avez déjà, pour peu que ça consomme pas mal, et puisque tout le monde est devant sa télé, ça doit consommer pas mal, tous les moyens pas chers, donc d'abord les trucs fatals qui tournent tout seuls, les panneaux solaires, les éoliennes, puis l'hydraulique au fil de l'eau, puis le nucléaire, puis le reste de l'hydraulique, tout ça, ça tourne déjà. Donc pour faire cette petite marche-là, et c'est presque tout le temps le cas, on vous parle du pic de froid dans une vague de froid, une journée hivernale, mais c'est pas vrai. En Europe, c'est presque tout le temps le cas. Pour que le réseau s'effondre pas, la dernière centrale qu'on appelle, le prix de marché, il doit lui donner envie de tourner, le mec. Parce qu'il va aller regarder combien ça vend, combien ça coûte si je démarre moi. Et là, il va regarder. Et du coup, il faut que ce soit un peu plus cher que ce que ça lui coûte. Sinon, il démarrera pas et pof, 10 milliards d'euros de dégâts, de blackout, etc. Donc, ils ont pas le choix. Les politiques sont nuls sur ce sujet-là. Ils vous disent, et Ruffin included, ils vous disent, c'est complètement débile d'avoir indexé le prix de marché de l'électricité sur le gaz ou sur le charbon. Mais non, c'est pas débile, c'est obligatoire. Sinon, la dernière centrale démarrera pas et tout s'effondrera. Donc, ce qui est débile, c'est de faire un marché. C'est pas de le mettre en convention sur le prix du gaz. C'est pas une convention, c'est pas 3 mecs qui se sont réunis chez BlackRock en disant tiens, on va mettre l'électricité sur le prix du gaz. C'est que pour que cette dernière centrale européenne démarre, vous n'avez pas le choix. Alors de 2015 à 2020, le prix du gaz, il valait que dalle et du coup, nos patrons, ils ont fait l'austérité, je vous l'ai déjà raconté. Qu'est-ce qui se passe depuis l'Ukraine? Vous savez combien dans le coût des 100 euros de l'électricité qui a pas bougé depuis 30 ans, j'insiste là-dessus, vous savez la part du gaz? Vous avez une idée? 15%. Du carburant gaz, hein, parce que c'est le carburant. Les usines, elles sont déjà construites. Hein. La guerre en Ukraine, elle n'a pas bombardé. Combien tu dis? Ah non, c'est 5%. C'est 3%. Voilà, ouais. C'est 3%. Donc, pour que le prix de l'électricité double, il faudrait que le gaz fois 60. Pour que le prix de la facture de l'électricité du boulanger fois 4, il faudrait que ça fasse fois 120. Je suis encore bien réveillé. Et pour que ça fasse fois 10, là, je vais perdre. Il faudrait que ça fasse 300. Vérifier les cours du gaz. Ils n'ont pas fait fois 300. Hein. 600. 600? Ils ont fait fois 600? Non, enfin fois 600, pardon. Bon et là pourtant on ose le faire. On ose le faire et dire c'est à cause de Poutine que le boulanger il se suicide, quoi. On ose vous faire croire cette grosse connerie-là. En fait, c'est pas parce qu'on a fait cette convention débile. Je sais qu'on cite souvent le Portugal et l'Espagne qui ont eu le courage de dire on va plafonner le prix du gaz pour plafonner le prix du machin, ou Macron, là, son bouclier tarifaire dont je vous parlais tout à l'heure, il va plafonner à 280 alors que ça coûte 100, quoi. Mais plafonne à 100 du con. Macron. Plafonne à 100, enfin c'est 100, donc plafonne à 100, pas à 280. Mais après, ce serait vous qui payeriez tout, donc finalement, c'est peut-être bien que les patrons en payent un petit peu, je m'emporte. Mais donc, c'est pas le fait d'avoir indexé l'électricité sur le prix du gaz qui est une connerie. C'est que si vous faites un marché, vous n'avez pas le choix. Parce que tant qu'on ne saura pas stocker l'électricité, et n'en déplaise à Elon Musk, on ne sait pas faire, retenez un chiffre, 99% de l'électricité dans le monde, elle est stockée sous forme d'eau dans les barrages. Parce que si on voulait faire des batteries pour stocker l'électricité dont vous avez besoin dans le monde d'opulence dans lequel on vit aujourd'hui, mais les batteries, elles seraient grandes comme le pâté de maison sur 10 étages remplis de produits chimiques de merde. Donc non, ça, personne ne le fait, même pas Elon Musk, et Dieu merci. Donc, comme on peut pas stocker, vous êtes obligé de faire ça. Tant que notre monde ne demande pas aux gens de moins consommer. On est dans un monde libre, chacun consomme ce qu'il veut, et s'il veut ouvrir son frigo à la mi-temps de la Coupe du Monde, il l'ouvre, il ne demande pas l'autorisation à Macron, il se fait pas un mot d'excuse, comme pendant une douloureuse période récente.
Par contre, on pourrait faire des trucs. Si on avait envie d'arrêter la croissance, d'arrêter le capitalisme et d'arrêter ce truc débile, un congélateur, ça reste froid pendant 4 jours. Un chauffe-eau, ça reste chaud pendant plusieurs heures. Donc, on aurait des moyens de délester. Mais pour ça, il faudrait pas que vous ayez un compteur. Il faudrait que vous en ayez 3. Et il faudrait qu'on soit dans une société pensée comme une société possible de la décroissance. Et il faudrait qu'il y ait un contrat qui existait quand j'étais petit, qui s'appelait les EJP, où c'était les plus convaincus écolos qui acceptaient de couper, de se priver d'électricité, parce qu'ils jouaient à l'ASCO, c'était pas des papeteries, 17 jours par an. Ça n'existe plus. Si. Non. Bah, si tu l'avais et que tu l'as gardé, oui, mais demande un EJP aujourd'hui, tu verras ce qu'on te répondra. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, Macron deal plus avec les pauvres, hein, et vous êtes tous pauvres à ses yeux, Macron deal avec les riches, et du coup, il paye des ponts d'or, des Total et compagnie, qui disent, oh, moi, j'accepte de pas consommer, là, maintenant. Il y a un autre, enfin, non, j'y viendrai après. Et le dernier truc sur l'arnaqueur de première, alors ça, restez assis parce que ça, il faut quand même l'inventer. La Creux, dont j'ai dit un peu de bien quand elle parlait de juteux et de mafia, parce qu'au moins elle était honnête, le gendarme donc du marché de l'électricité en France, il s'est rendu compte que les clients, ils partent pas, les clients, nous on appelle ça des usagers, hein, ils partent pas assez à la concurrence. Moi j'ai des copains qui étaient dans la direction commerciale d'EDF, ils devaient perdre 100 000 clients par mois. Ah oui, leur but de commercial, c'était de perdre 100 000 clients par mois. Et quand tu es pris de service public, tu pars en burn-out. Enfin, ils sont tous partis en burn-out, les mecs. Donc, du coup, EDF les a virés, a divisé les effectifs, là, par 2, pour le coup. Mais ça allait pas assez vite, parce que les gens, ils sont attachés. Peu de temps avant la libération du marché de l'électricité, EDF, c'était quand même l'entreprise préférée des Françaises et des Français, quoi. C'est pas rien. Il y en a beaucoup des entreprises, quand même. Donc, ça marchait pas assez bien. Alors, la CRE, elle a dit, bah, c'est pas grave. On va changer la définition du tarif réglementé. Le tarif réglementé, jusqu'en 2017, je crois, si Yann était là, elle me taperait, parce que c'est peut-être 16 ou 18, mais vous vous en foutez. Vous le retiendrez pas, moi non plus. C'était le tarif réglementé que les professionnels ont plus le droit, encore une fois. Mais vous y avez encore droit. Et s'il vous plaît, le quittez pas. C'est, à côté, c'est une mare au requin et vous sortirez en squelette, quoi. Mais enfin, vous pouvez essayer, hein. Ça couvre les coûts. Ça doit couvrir les coûts. Et en incluant la recherche et les investissements pour le futur, mais ça couvre les coûts, point. Et ils se sont dit, bah ça marche pas, ça couvre les coûts, ça marche pas. Alors je vous lis la nouvelle définition. Ils ont appelé ça principe de contestabilité, parce que les énarques, ils sont très malins pour inventer des concepts. Le principe de contestabilité, c'est que le tarif réglementé de l'électricité doit offrir la faculté pour un opérateur concurrent de proposer des offres à prix égaux ou inférieurs. Ça gêne pas trop EDF et ça gêne pas trop les salariés d'EDF, parce que vendre l'électricité plus chère, ça les enrichit. C'est pour ça que j'ai besoin de vous, population, et que je m'inscris dans des soirées où il n'y a pas un seul salarié d'EDF. Il y en a un là? Non, il n'y en a pas. Et parce que les salariés d'EDF, ils sont contents de vous vendre. Enfin, c'est inconscient, hein, c'est méchant ce que je vous dis. Je vous ai dit qu'ils étaient pris de service public. Mais inconsciemment, ça leur fait des primes Covid que nos femmes de ménage n'ont pas eu. Enfin, l'argent EDF, ça va. Quand on dit qu'EDF est ruiné par la reine, EDF est ruiné par ceci, moi j'ai vécu 30 ans à EDF, on n'est pas ruiné, quoi. Ni les salariés, ni les patrons. On est juste moins enrichi que les autres multinationales, parce qu'il s'agit de tuer le soldat EDF. C'est quand même une création CGTPC. Et quand Thatcher, elle dit « there is no alternative », there is no alternative. On va pas faire une création CGTPC qui est l'entreprise préférée des Français, quoi. Ça va pas la tête, donc on va la tuer, c'est sûr. Mais enfin, on n'est pas si malheureux que ça. Faculté pour un opérateur concurrent de proposer... Enfin, vous imaginez un truc comme ça? Enfin, t'es leader du marché de je sais pas quoi, des iPhones, enfin des smartphones, Apple, je crois que c'est eux le leader. On appelle, comment il s'appelle, Bill Gates? Non, pas Bill Gates, je sais plus comment il s'appelle, lui. Si, Bill Gates, non, pas du tout. Il est mort, de toute façon. Il est mort. Steve Jobs. On appelle Steve Jobs, on lui dit, tu pourrais pas faire la faculté pour un opérateur concurrent de proposer les offres équivalentes à des prix moins chers? Mais je t'emmerde. Ben non, nous, EDF a obéi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu 12 millions de précaires énergétiques en France, parce que la facture de 2006, début de la mise en concurrence possible pour les particuliers comme vous, jusqu'à 2016, c'est Capital qui le dit. C'est pas tout à fait des tracts sud, Capital. La facture, elle a fait, en 10 ans, plus 60% sans aucune raison. Mais vous, si vous vivez à peu près bien, vous vous en êtes pas rendu compte. Les précaires, eux, ils ferment les radiateurs l'hiver, et dans le documentaire dont je vous parlais, EDF, électricité, le montant de la facture, il commence avec une petite mamie en Angleterre qui raconte qu'elle coupe ses radiateurs. En Angleterre, il fait froid et humide, hein, qui raconte qu'elle coupe parce qu'elle a plus les moyens de payer, et à la fin du documentaire, elle est morte.
Donc voilà pourquoi je vous parlais de serial killer quand même. Il y a des vrais morts. Et le boulanger, il s'est suicidé, il est mort. Il s'est pas raté. Il paraît qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais moi le droit, je suis à gauche moi de toute façon. Alors maintenant, je vous ai dit que c'était aussi un délinquant climatique. Il faut comprendre que en plus, ça va vous envoyer dans le mur et ça va faire que vos enfants ils mourront de chaud et pas de vieillesse. C'est un peu chiant quand même si on aime ses enfants et je ne doute pas que vous les aimiez. Pourquoi c'est un délinquant climatique le marché? Mais la main invisible du marché, on le savait hein, avant de commencer. Hein. Je vous l'ai déjà dit sur ce truc-là, les prix les moins chers, c'est pour les plus gros. Donc à l'heure où il faut moins consommer d'énergie, faire les prix les moins chers pour ceux qui consomment le plus, c'est génial comme idée. Enfin, il paraît que Macron a eu l'idée de déforester des trucs. Ben, je l'ai vu là en descendant de Montmort, il y a pas une forêt de pins qui a été déforestée pour faire des panneaux solaires. Ah ben voilà, c'est vachement bien d'enlever les puits de carbone. En ce moment, il manque pas de bonnes idées. Donc là, cette main invisible du marché, elle fait tout le contraire de ce qu'il faudrait. Où il faudrait que les mésusages ils soient surtaxés et que la gratuité pour les premiers usages, lui, il fait le contraire. Si tu consommes pas beaucoup, tu payeras beaucoup. Alors, je vous ai dit que le prix de marché en moyenne sur la production, il est à 60 €. De temps en temps, il arrive négatif, et ça nous rend fous avec Jean. Négatif, ça veut dire que vous payez des gens pour consommer. Ça aussi, c'est une super idée pour la planète. Et les gens, c'est pas vous, hein, c'est des industriels. Hein. Donc on paye pour qu'ils laissent tout allumé, tout machin, parce que ça serait trop con de ne pas profiter de toute l'électricité qu'il y a gratuitement avec le soleil et le vent, etc. Je m'égare un petit peu. Bon, bref, voilà. Vous avez compris, ça fait tout le contraire qu'il faut. Après, récemment, avec l'envolée des prix du gaz, il se passe quelque chose que n'importe quel climatologue, s'il y en a dans la salle, ça le rendrait dingue. Il faut aussi connaître un petit peu en gaz à effet de serre. Mais tout le monde avait décidé, enfin EDF le faisait pas en Chine, hein, EDF est le plus gros producteur de centrales à charbon électrique en Chine. Mais en Europe, on a fermé les centrales à charbon parce que c'est vraiment une catastrophe climatique, une bombe climatique. Bah, sauf que le gaz, il est devenu tellement cher que maintenant en Europe, on redémarre les centrales à charbon qu'on avait fermées. Donc ils rappellent les retraités et ils leur disent allez, redémarre-moi cette centrale, ça coûte quand même moins cher. EDF, société anonyme. Bah, Total fait la même chose, Engie fait la même chose. Ils font tous la même chose partout en Europe. Donc démarrer du charbon alors qu'on pourrait démarrer du gaz, juste parce que temporairement ça coûte moins cher pour ces conventions absurdes dont je vous ai parlé. Mais alors là, l'affaire du siècle, ils n'étaient pas au courant de ça. Mais dans le genre crime climatique, ça c'est quand même complètement dingue. Et il y a un truc qu'on n'arrive pas à développer avec le marché capitaliste qui regarde les comptes annuels. C'est pourtant l'objet qui va permettre d'absorber trop de soleil et trop de vent. Et vous, dans le sud-est, ça vous arrive souvent. Il faut que ce soit la journée quand même. Hein. Et puis de compenser quand il n'y a pas de soleil, la nuit par exemple, ou quand il n'y a pas de vent, le Mistral et les coups de sud, après tout, de temps en temps, il n'y en a pas, même ici. Hein. Des fois, vous avez des journées sans vent. Ça s'appelle des stations de pompage. Les professionnels, ils appellent ça des steppes. Les steppes, aujourd'hui, vous en avez... l'équivalent en puissance, hein, parce que c'est pas du ruban, c'est un coup je pompe, un coup je produis. Vous en avez l'équivalent de 6 gigawatts en France et il faudrait pas se creuser beaucoup les ménages pour passer à 10-12, pour doubler ça. Et tous les gens qui parlent d'un mix énergétique avec développement des énergies renouvelables disent il faut développer ça. Plutôt que d'être un barrage avec une retenue et une turbine, il y a 2 retenues. Et quand vous avez trop de soleil et trop de vent, vous servez de l'électricité dont vous savez pas que faire. Pas pour demander à Total, tourne pour rien, s'il te plaît, je te payerai grassement, mais pour remonter l'eau là-haut. Ouais. Et puis quand il manque de soleil et de vent, eh ben, vous turbinez et vous remplacez. Et là, ça fait 25 ans que nulle part dans le monde où il y a un marché d'électricité, donc nulle part en Europe, et l'Europe est plus large que la Commission européenne. Il y a les Suisses hein, dans l'Europe électrique, il y a les Anglais dans l'Europe électrique, il y a le Maghreb dans l'Europe électrique, il y a la Turquie dans l'Europe électrique, il y a même des pays de l'Est qui doivent être potes de Poutine dans l'Europe électrique. D'ailleurs, non, je me disperserai trop. Donc, depuis 25 ans, alors que tout le monde sait que c'est un outil nécessaire au développement des énergies renouvelables pour l'électricité, on le fait pas parce que qu'est-ce qu'il regarde un capitaliste? Ce truc, un coup il produit, un coup il consomme. Il n'y a aucune machine qui a un rendement supérieur à 1 dans le monde physique. Donc, en plus, quand elle consomme un peu plus que ce qu'elle produit. Donc, ça vaut rien. Oui, sur le marché, ça vaut rien, un outil comme ça. Ça consomme plus que ça produit, ça sert à rien. Parce que c'est intégré sur des comptes annuels et ça voit pas que, en fait, ça va éviter de dire Total, je te file 1 million d'euros si tu restes tout allumé et tu consommes des machins dont t'as pas besoin. Ça, on le ferait plus, mais ça se voit pas, ça rentre pas dans leur compte. Donc, ces stations de pompage c'est pas pour rien qu'on est en retard dans le développement des énergies renouvelables. Parce que sans cet outil-là, vous n'y arriverez pas. Si vous voulez en voir une, et vous avez tout près d'ici, Serponçon, c'est la plus grande retenue d'Europe.
1 milliard de mètres cubes, le fameux cube d'1 kilomètre de côté là, mais pas très loin. Vous franchissez le Lotaret, puis vous tournez à droite après la Romanche dans une vallée qui s'appelle l'Odol. Vous aurez la plus grosse station de pompage d'Europe qui s'appelle Grand Maison. Peut-être qu'il y en a. Vous allez voir ça pendant. Sainte-Croix, il n'y en a pas eu Je crois que Sainte-Croix, il y a un. Je crois pas. Mais je sais pas si elle fonctionne. Mais... Je crois pas. Mais il y a un projet de le. En fait, mais il pourrait le faire. On pourrait facilement en faire d'autres. Alors moi, mes copains qui m'ont aidé, experts, à faire les rapports qui ont fini en BD et en documentaire, ça fait 25 ans qu'on leur dit, vous savez, de temps en temps, à EDF, il y a de l'ébullition parce qu'il y a de l'argent pour la transition écologique. Ça arrive pas souvent, mais de temps en temps, le gouvernement le passe à la télé. Je sais pas, il a fait une grosse connerie sur les retraites ou une grosse connerie sur je sais pas quoi et il dit on va sauver la planète. Alors de temps en temps, dans les bureaux des grands chefs, ça s'active et des fois il y en a qui croient que tout n'ira pas pour le nucléaire, ils y croient encore au bout de 25 ans et hop, ils ressortent tous des cartons. Et puis c'est le PR qui a gagné ou c'est le nucléaire qui a gagné, du coup on les fait pas. Ça fait 25 ans que ça dure alors qu'on en aurait besoin. Sur le délinquant climatique, je pourrais continuer, mais ça va beaucoup. Enfin, je suis déjà beaucoup super trop long, mais je m'excuse. Donc le verdict, il est clair. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Vous payez 2, 4, 10 fois plus cher selon que vous soyez un particulier ou une collectivité locale, un artisan ou une industrie, un produit dont le coût de production et de transport n'a pas bougé. Donc on se fout de votre gueule. Le gars, il est condamné, le marché de l'électricité et tous les politiques français qui vous l'ont vendu, ils sont condamnés pour serial killer et pour hold-up du siècle. Donc ils sont mal barrés quand même. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça peut s'arrêter demain. Et là, je comprends même plus Macron. Tu vas me dire, je ne l'ai jamais compris. Mais Macron, il faut que vous compreniez quelque chose. Parce qu'on va vous dire, oui, mais c'est interdit en Europe. Les communistes vous disent oui, mais c'est interdit en Europe. Enfin, toute la gauche vous dit ah oui, mais on a un problème, c'est interdit. Alors bon, c'est interdit, d'accord. Vous dire quand même si vous voulez en savoir plus. Moi, je fais bouger vos zygomates. Enfin, peut-être pas trop parce que c'est quand même horrible ce que je vous raconte ce soir. Mais ma copine Anne de Bréjas que Hélène avait invitée et vous y auriez gagné au change, elle fait bosser vos cerveaux. Donc lisez. Ça fait 3 ans de suite qu'on fait une tribune dans Le Monde. Que Anne signe une tribune dans Le Monde. Elle est aussi porte-parole de Sud Énergie avec Thomas Piketty et plein d'autres économistes d'Attaque et Atterré, avec François Ruffin et plein d'autres élus de la NUPES, on dit comme ça, je sais pas trop comment on dit, des historiens, des journalistes, des réalisateurs, etc. C'était le 27 avril dernier. Allez lire cette tribune parce qu'il vous explique ce que je vais vous dire maintenant parce que vous allez pas me croire. Mais quand Piketty vous le dira, peut-être vous le croirez plus. Puis quand vous verrez la liste des signataires, ce soir, Emmanuel Macron, il peut passer aux 20h de France Télévisions ou de TF1, ça s'appelle encore comme ça, je sais pas. Et il peut dire, la France sort du marché de l'électricité. Ce soir. Et vous retrouvez sur vos factures tous, boulangers, particuliers, artisans et grosses industries, crèches, universités, le prix de votre facture d'il y a 30 ans. Ce problème, je sais qu'il y a des problèmes très compliqués dans le monde, comment on sauve la planète, comment on fait ceci, comment on fait cela, mais pour arrêter de se foutre de votre gueule sur votre facture d'électricité, ce soir, le président, parce que maintenant il a des copains qui sont victimes, donc il faudrait quand même qu'ils se bougent un peu les fesses, il peut passer aux 20h et dit, la France sort du marché de l'électricité, on continuera de faire des échanges parce que le jour où Agnès Pannier-Runacher, mais je vous ai fait son CV tout à l'heure, elle est passée sur France Info chez Marc-Olivier Fogiel, il n'y a pas très longtemps, et elle a dit, les gens qui proposent de sortir du marché de l'électricité, c'est vrai que Thomas Piketty, meilleur jeune économiste du monde en 2000, c'est vraiment un gros excité d'extrême gauche, hein, tout le monde le sait. Elle dit, les gens qui disent il faut sortir du marché de l'électricité sont des dangereux criminels parce que la France sans l'Europe n'est rien. Sous-entendu, pour elle, sortir du marché de l'électricité, mais ils aiment bien ça, les capitalistes, nous faire croire qu'on va finir mormon à la bougie, centré sur nous-mêmes. C'est couper tous les fils à la frontière. Bon, ben, vous regarderez, c'est public sur RTE depuis 30 ans, enfin, depuis 20 ans qu'il y a un marché de l'électricité, et même depuis bien avant. La première interconnexion, le marché, c'est donc début des années 2000 en Europe. La première interconnexion en Europe, c'est à la date de ma naissance. En 1967, le petit village frontalier, ça finit par Bourg, mais je sais plus le début, de la Suisse, de l'Allemagne et de la France, la Suisse, l'Allemagne et la France pour vous, et il y a eu une interconnexion. L'interconnexion, c'est pas le marché qui a inventé ça, hein, c'est le système électrique. Pour qu'il soit stable et pour qu'il n'y ait pas de coupure, il faut une plaque la plus large possible et la meilleure taille, c'est le continent. Donc, c'est pour ça que je vous disais, l'Angleterre a fait le Brexit, on est toujours interconnecté avec l'Angleterre, pourtant c'est super compliqué, ils sont à 60 Hz.
Alors on transforme en continu, puis on refait zigouigouiter 60 fois par seconde au lieu de 50 fois de l'autre côté de... Mais ils sont sortis de l'Europe, mais ils sont toujours encore connectés. On est connecté avec le Maghreb, que je sache, il y a suffisamment de forces politiques puantes en France en ce moment pour que le Maghreb soit pas dans l'Europe, il me semble. Enfin, ou alors, je suis pas au courant. La Turquie non plus, je crois qu'elle n'est pas encore entrée. Hein. Et Poutine, ils ont pas l'air de beaucoup l'aimer, ils continuent d'être reliés avec lui. Donc, qu'on arrête de se moquer de vous. Ruffin, qui était un ami bien avant qu'il soit député, et bien avant, merci patron, il m'a filé le numéro de Marc-Olivier Fogiel. J'ai demandé à Marc-Olivier Fogiel un droit de réponse pour vous dire tout ce que je viens de dire, parce que c'est sourcé. Je suis pas juste en train de vous faire une discussion de comptoir. Tout ça, c'est sourcé, ces interconnexions-là. Et Marc-Olivier Fogiel m'a jamais répondu. Donc, une ministre en France, ministre de la transition écologique, elle peut passer à la radio, une radio de service public, qui appartient aux citoyens normalement, enfin moi il me semblait, vous dire une énormité que sortir du marché, ça va vouloir dire couper tous les fils à la frontière et oh là 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 là, on va être dans le noir l'hiver, ça va coûter 10 milliards par jour, c'est des dangereux éco-terroristes, les gens qui veulent ça. Alors maintenant, même si l'Europe, parce que après tout, on pourrait dire oui, mais la France voudra pas couper, mais l'Europe coupera. Bon, bah vous vérifierez sur RTE que la France est très largement exportatrice d'électricité. Et puis si vous regardez en géographie, la France elle est au milieu. Là vous avez l'Espagne et le Portugal, là vous avez l'Italie, là vous avez l'Allemagne, au milieu vous avez la Suisse. Enfin la France c'est le roi du pétrole dans l'interconnexion électrique. Si quelqu'un voulait couper les fils, ça sera jamais l'Europe. On est nés en Moselle tous les deux avec mon frangin. J'étais petit pourtant à l'époque. Tout le monde savait, le boulanger et ma maîtresse, ils savaient qu'ils construisaient la centrale nucléaire de Cattenom pour les Allemands parce qu'en Allemagne on pouvait pas construire de centrale nucléaire. Et nous on l'a vu pousser la centrale nucléaire de Cattenom pour les Allemands. Donc en fait, l'Europe, elle peut pas vivre électriquement sans la France. Donc Macron, si ce soir il passe, et n'en déplaise à Madame Runacher qui se fait des sous chez Engie et chez Total, donc j'écoute même pas ce qu'elle dit, mais j'ai pas le droit de la contredire. Et moi, je fais des soirées de 20 personnes, et elle passe sur France Info un matin, et elle a 3 millions ou 6 millions ou 10 millions d'auditeurs. Donc c'est un petit peu injuste comme guerre et un petit peu fatigant. Mais retenez ça, on se fout de votre gueule, et en plus, ce mythe, cette religion, je sais pas comment tu l'appelais, ça peut s'arrêter ce soir, sans aucun frais. Ça vous coûtera rien. On peut refaire ce qui s'est fait à la sortie de la guerre, prendre toutes les entreprises de production et de transport d'électricité. Alors EDF, ils l'ont coupé en 3, EDF, RTE et Enedis, mais prendre aussi la CNR et l'HM sur les barrages, prendre Total et Engie sur les centrales à gaz, à charbon, il en faut vraiment plus. Et prendre tous ces mafieux italiens et ces fonds de pension sur les énergies renouvelables, et tout ça, on peut le faire, et c'est réglé. Alors c'est qu'un petit problème l'électricité, mais quand même si on empêche les boulangers de se suicider et les boîtes de faire faillite, et puis les précaires de crever de froid, parce que c'est quand même le problème numéro 1, eux ils sont victimes depuis 25 ans, alors que les autres ils sont victimes depuis 2 ans, c'est complètement dingue. Alors EDF étant une société anonyme, vous allez entendre parler, nous on nous a vendu un projet... Macron, il est génial en novlangue. Hein. Vous connaissez les plans de sauvegarde de l'emploi pour licencier les gens. Ça, c'est le plus bel exemple de la novlangue. Les charges pour les cotisations, celui-là, il est pas mal non plus. Alors EDF, au début, ils appelaient un truc Hercule. Puis Hercule, ça fait genre, je vais te casser la gueule, quoi. Donc, ça a énervé les salariés d'EDF. Et puis la CGT, vous lui dites, faites un projet qui s'appelle Hercule. Et je vous laisse deviner ce qu'il raconte dans les rues. Donc tout le monde a compris que Hercule c'était pas une bonne idée. Alors le démantèlement de ce qui reste d'EDF, Macron après il l'a appelé Grand EDF. C'est génial. On va le couper en morceaux. Du coup on l'appelle Grand EDF. Et ça n'a pas marché non plus. EDF vert, etc. Et ça, maintenant vous savez comment il l'appelle, mais il faut quand même être gonflé. Hein. La renationalisation d'EDF. Vous écouterez le premier discours de politique générale c'est Elisabeth Borne, notre première ministre, à l'Assemblée. Elle dit. Oh, j'appelle les grands esprits de 46, le Conseil national. Alors ça, ils adorent. Hein. Édouard Philippe le faisait déjà pour sa première réforme des retraites. Macron, il a fait le CNNR. Non, c'est pas lui, c'est Gilles Perret, mais il fait le Conseil national de la je sais pas quoi là. La refondation. Les pauvres papis et mamies résistants, ils doivent se retourner dans leur tombe, mais grave. Mais en attendant, on va renationaliser EDF. Mais EDF, c'est plus qu'un petit bout du gâteau. Hein. Je vous ai dit, les privés, ils rentrent par la fenêtre. Déjà, EDF, dans les énergies renouvelables, donc dans l'électricité de demain, a pas voulu jouer, il y est pas.
Dans les barrages, on a pris les plus rentables, on les a filés à un autre. Dans le nucléaire, EDF, et je vous ai raconté cette histoire du prix coûtant sur le tiers de ce qu'ils fabriquent. Donc EDF, c'est plus qu'un petit bout. Et puis on lui a enlevé le réseau, et on lui a enlevé le réseau de distribution, là, les compteurs, Enedis et tout ça. RTE, Enedis et EDF, on n'a plus le droit de se parler. On n'a plus le droit de se parler. De temps en temps, c'est intéressant que le mec du réseau, il sache que le mec de la production, on n'a plus le droit de se parler parce que ça s'appelle comment? Concurrence faussée. Ça, c'est faussé, hein. Le reste, c'est pas faussé. Mais ça, c'est interdit. Donc, et la gauche tombe dans le panneau. Il y a un député socialiste, Philippe Brun, qui a réussi un soir où les macronistes avaient claqué la porte à dire on renationalise EDF, tu parles d'une victoire, elle l'avait annoncé dans son discours de politique générale, Borne, mais EDF c'est plus qu'un tout petit morceau du système et surtout c'est une société anonyme avec un actionnariat 100% public, enfin je sais pas, en ex-URSS, du capitalisme d'État, on sait très bien faire, enfin il n'y a aucun problème. Donc ça résout rien, on va vous enfumer, ce rideau de fumée il va être magnifique parce que tout le monde sera d'accord. On va nationaliser EDF et ça va être génial, on va faire des EPR partout. Tiens, sur les EPR, vous aurez peut-être compris que j'aime pas bien le nucléaire, mais à cause de un an d'uranium, planétairement, donc, et puis à cause de tout le reste, mais le reste, on parle que de ça depuis 25 ans, donc moi j'en parlerai pas ce soir. Macron, quand il est allé au Creusot, dire « J'ai la solution pour les 40 prochaines années ou 50 prochaines années, on va faire 6 EPR. » Maintenant, il dit 12, je sais plus trop. 14. Le jour où il est passé au Creusot dire « Je vais en faire 6 », il avait mandaté depuis 2 ans, parce que c'est très très compliqué à faire, tous les experts de RTE, le réseau, qui voit passer tous les électrons, lui, et lui, il a le temps de les compter, il sait faire. 300 000 km/s, ça lui fait pas peur. Faites-moi des scénarios de mix énergétique pour les 50 prochaines années. Et c'est super dur à faire, c'est un peu comme le GIEC pour le climat, parce que c'est quoi la France dans 50 ans? Vous savez, vous, si on aura réussi la transition vers une agriculture genre conf paysanne qui consomme pas beaucoup d'eau, ou si on sera resté dans le modèle FNSEA, ou si on aura sous-traité l'agriculture à l'étranger? Vous savez répondre à cette question? Personne ne sait répondre. Donc ils sont obligés de faire plein de scénarios de consommation, de trucs, de bidules, de machins bizarres. Et donc, ils étaient en train de faire marcher leur modèle à plein pot. Au final, RTE a choisi de proposer à la nation 6 scénarios, 3 à moitié renouvelables nucléaires, 3 100% renouvelables. Donc après les éco-terroristes de Négawatt, c'est comme ça que Macron les appelle. Après l'ADEME, qui n'était plus une agence publique, mais un dangereux terroriste pour Macron et qui avait proposé du 100% renouvelable. Voilà que RTE, les experts du domaine, apolitiques, à militants, disent c'est tout à fait possible, la moitié des scénarios, je vous fais du 100% renouvelable. Ben avant qu'ils donnent leur rapport, parce qu'après ce rapport technique, il nous semble à suite qu'il faudrait un débat citoyen, et comme sur l'eau, que ce soit vous qui décidiez la quantité d'énergie produite, parce qu'il n'y a pas d'énergie propre. Donc il faut quand même réfléchir à ce qu'on veut, quoi. Et puis le mix, c'est à vous de choisir. C'est pas à Macron tout seul dans sa tour d'ivoire. Avant que la première pierre de ce pseudo-débat démocratique qu'on vous a jamais offert d'ailleurs n'existe, c'est-à-dire les techniciens te disent qu'il est possible de faire dans les trajectoires à venir. Et moi j'en connais un chercheur qui travaillait sur ce rapport, il est parti en burn-out le jour de Macron-Creusot. Parce que je sais pas, on vous demande 2 ans de travail à 50 chercheurs avec des modèles gros comme, non les modèles météo c'est les plus gros du monde, mais des modèles de folie quoi. Et vous êtes en train de gratouiller le truc, et le mec qui passe à la télé, il dit « J'ai décidé, ça sera 6 EPR, et vos gueules, et maintenant c'est 14, donc voilà, c'est génial. » Alors, je dis pas que la solution qu'on appelle nous de nos voeux, elle est simple, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est une scope, mais c'était un peu l'esprit coopératif de 46, hein. Les usagers et les agents, ils avaient 2/3 des voix dans les conseils d'administration d'EDF, ça a été vite bougé, je crois que le patronat a claqué ça au bout de 9 mois. Maintenant, je vous ai dit, il y a 12 sièges dans le conseil d'administration d'EDF. L'État en possède 85% et n'en a qu'un siège. Ça aussi, vous trouverez un autre exemple capitaliste où le mec qui possède 85% d'une boîte, ben voilà, un autre truc qu'on veut tuer, ben c'est pareil. D'ailleurs, pour comprendre pourquoi il s'attaque à tous ces conquis du Conseil national de la résistance, Denis Kessler en 2007, et je m'arrête là, déclaré, et vous le retrouverez. Notre programme, c'était le numéro 2 du MEDEF, notre programme pour les prochaines décennies, il est simple, c'est de détricoter un à un tous les conquis du CNR, la Sécu, votre électricité publique, etc. Donc bienvenue chez les pigeons. Bravo, mon